S'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission est donc réunie à nouveau afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Blais, Abitibi-Ouest, est remplacée par Monsieur Lemieux-Saint-Jean. Madame Gendron, Châteauguay, remplacée par Madame Bogmans-Iberville. Madame Garceau, Robert Baldwin, est remplacée par Monsieur Déragi-Néligan. Madame Prasse, Darcy-McGee, remplacée par Madame Lacoyane Olivier Chaumedé. Et Madame Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques, est remplacée par Monsieur Clich-Rivard, Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Alors, Mesdames et Messieurs les députés, bienvenue. Nous entendons donc ce matin les groupes suivants, les groupes ou les individus suivants. Madame Anne-Michel Meggs, j'espère que j'ai bien dit votre nom, oui, et Monsieur Jean-Pierre Corbeil. Alors, je vais donc commencer tout de suite en souhaitant la bienvenue à Madame Meggs. Je vous rappelle, Madame Meggs, que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous allons ensuite procéder à la période d'échange avec les parlementaires. Le micro est à vous. Bonjour, Madame la Présidente, merci, et bonjour à la ministre et aux autres membres de la Commission, aux substituts. Je ne peux pas m'empêcher de signaler aussi la présence et la contribution du personnel du ministère et de soutien de l'Assemblée nationale qui font tout ce qu'il faut pour assurer le bon déroulement de ces consultations. Merci. C'est un honneur d'être invité à témoigner aujourd'hui, surtout parce que je sais que je ne suis pas parmi les suspects habituels pour un tel exercice. Je ne représente pas un groupe d'intérêt ou un parti prenant. Je ne suis pas non plus une scientifique, démographe, économiste, statisticienne, linguiste, juriste, pédagogue. Ils ont tous leur place dans ce domaine. Cela étant dit, je me demandais comment le mieux expliquer ma présence ici aujourd'hui. J'ai une petite faible pour les séries policières et j'ai remarqué que quand la procureure présente un témoin expert, elle commence en établissant sa crédibilité avec des questions sur son expertise. J'ai donc décidé de présenter un peu mon expérience dans l'espoir que vous trouverez pertinent mon expertise en matière de planification de l'immigration. Avant d'immigrer au Québec, de Toronto, j'ai passé les premières 14 ans de ma carrière dans les domaines des affaires constitutionnelles, donc le partage des compétences, et des politiques linguistiques, tant au gouvernement canadien que de l'Ontario. En 1991, je me trouve au ministère de l'Immigration du Québec, plongé directement dans le dossier des accommodements raisonnables. Oui, plusieurs années avant Bouchard-Taylor. Entre les années 2000 et 2017, l'an 2000 étant la date de l'adoption de la loi sur l'administration publique, j'ai dirigé les travaux d'élaboration de 3 des 4 plans stratégiques du ministère de l'Immigration et 2 plans stratégiques de l'Office québécois de la langue française, ainsi que les rapports annuels de gestion les accompagnant. J'ai manqué le plan stratégique 2005-2008 parce que j'étais au ministère du Conseil exécutif à analyser les plans stratégiques de divers ministères et organismes en vue de leur adoption par le Conseil des ministres. Je suis fière de dire que pendant les années que j'étais responsable de l'application de la loi sur l'administration publique au ministère, on s'est trouvé plusieurs années de suite en haut du palmarès gouvernemental de la gestion par résultats produits par le secrétariat du Conseil du Trésor. En 2018, je suis revenue au ministère de l'Immigration, attirée notamment par le défi de répondre aux recommandations du vérificateur général du Québec en ce qui concerne les indicateurs de résultats des services de francisation. Depuis ma retraite, au début de 2019, je fouille des aspects de l'immigration au Québec, au Canada et même sur la scène internationale qui ne faisaient pas partie de mon quotidien pendant ma vie professionnelle. Je continue à apprendre sur le sujet et puisqu'on m'a offert des plateformes, je m'en sers pour tenter de vulgariser ce domaine tellement critique mais complexe, tant en français au Québec qu'en anglais pour le Canada anglais. Ces analyses ont culminé dans la publication de mon livre, paru en fin juin dernier, disponible en librairie, à lire bientôt parce que les données vont être datées. Non seulement j'étais responsable de ces exercices de planification et de reddition de comptes, j'y croyais profondément, et c'est toujours le cas. La transparence dans la gestion de l'État ne peut que contribuer à bâtir la confiance de la population dans le gouvernement. De plus, ce type de planification et de suivi permet d'améliorer en continu les services publics et donc la vie des citoyennes et citoyens. Et de s'assurer que l'argent des contribuables, les ressources publiques, iront pour résoudre des problèmes clairement identifiés, preuve à l'appui lors de la planification. Comme élus, les membres de cette commission ont sûrement remarqué que la confiance de la population dans le gouvernement et même dans notre système de gouvernement est intimement liée à la perception que tout est sous contrôle.
Dans le cas de l'immigration, on constate que les Québécoises et Québécois, autant que les Canadiennes et Canadiens, sont très ouverts à l'immigration, aux personnes immigrantes. En général, c'est parce que ce sont des peuples sympathiques et accueillants de nature. Mais moi, je vous dirais qu'une bonne partie de cette ouverture à l'immigration a été maintenue grâce à la perception que l'immigration était bien contrôlée, bien gérée au pays. Nous avons une réputation enviable comme modèle dans le monde occidental en ce qui concerne notre gestion de l'immigration. Ou bien on avait. Il faut le dire que c'était un modèle facile à comprendre. Une personne qui veut venir s'établir au Québec fait sa demande de l'étranger. La demande est traitée selon une grille de sélection connue et publique, incluant des caractéristiques que le gouvernement considérait pertinentes pour une intégration rapide et à long terme au Québec. Si la candidature, qui incluait les membres de la famille immédiate, obtenait le nombre de points, minimum de points, tous les membres de la famille seraient sélectionnés et le gouvernement fédéral leur accordait la résidence permanente avant même leur arrivée sur le territoire. Simple. De plus, tous les 3 ou 4 ans au Québec, il y a des consultations publiques comme celle-ci pour débattre publiquement de combien de personnes seront admises avec la résidence permanente pour les années à venir, toutes catégories confondues. Le système faisait en sorte que le nombre de personnes qui obtenaient la résidence permanente correspondait grosso modo au nombre de personnes qui arrivaient au Québec chaque année. Un système simple à comprendre et à suivre, une perception de bonne gestion, de planification, de reddition de comptes. Mais qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années? Des reportages presque quotidiens sur le nombre croissant de demandeurs d'asile, d'abord au chemin Roxham et maintenant aux aéroports, dont plusieurs tombent sur l'assistance sociale en attendant leur permis de travail. Des travailleuses et travailleurs sans aucun contrôle sur leur vie à cause des permis qui les lient à leur employeur. Des jeunes de l'étranger qui ont réussi toutes les étapes et payé tous les frais pour étudier ici, mais qui ne trouvent pas de logement abordable en arrivant ou qui n'arrivent juste pas parce que leur permis d'études a été refusé. Des jeunes éduqués francophones en emploi au Québec qui quittent parce que leur permis temporaire est expiré, ils ne réussissent pas à le renouveler, des attentes interminables pour un permis temporaire ou la résidence permanente ou la citoyenneté. Et je ne parle même pas des histoires tragiques sans fin de migrants qui meurent en mer ou dans le chaleur des déserts. On entend les mêmes histoires partout au Canada. Presque tous ces reportages découlent du phénomène de l'immigration temporaire. La partie de l'immigration qui n'est pas planifiée, ni au Canada, ni au Québec. Pourtant, comme vous le savez, de plus en plus Québécoises et Québécois le savent aussi, presque toutes les personnes arrivant au Québec de l'étranger sont d'abord les personnes à statut temporaire et sont 3 fois plus nombreuses que celles qui ont obtenu leur résidence permanente la même année. Tout ça, ça donne quoi comme perception de contrôle? Combien de temps avant que cette perception de perte de contrôle donne lieu aux mêmes divisions qu'on voit apparaître dans d'autres pays? Même avec une population ouverte et accueillante. Comment regagner la confiance de la population? Revenir à la transparence dans la planification de l'immigration. Toute bonne planification commence avec une lecture lucide et complète des contextes externes et internes. Et ici, je demande pardon à la ministre parce que je n'ai pas suivi ses consignes. Première fois de ma vie que je ne suis pas des consignes de la ministre. Mais à mon avis, l'analyse du contexte externe que nous avons devant nous n'est pas complète parce qu'on n'examine pas les conséquences de l'immigration temporaire et on évite une réflexion sur ce qui constitue la capacité d'accueil et comment la mesurer. Et suivant la tradition, le document de consultation n'aborde pas du tout une lecture du contexte interne, c'est-à-dire les ressources disponibles. C'est à partir de l'analyse des contextes qu'on identifie des enjeux et problématiques les plus importants et ensuite propose des orientations pour y faire face. Il faut que les liens soient évidents. Et finalement, chaque orientation, on élabore les objectifs ciblés dont les résultats sont mesurables. Nous ne sommes plus dans le même contexte qu'il y a 10 ans. Nous ne pouvons plus se permettre d'entreprendre le même type de planification que dans le passé. Non seulement l'immigration temporaire a explosé, mais prenons un peu de recul pour saisir le contexte international qui accélère de manière dramatique l'immigration. Les membres de cette commission et tous les membres de l'Assemblée nationale ont une lourde responsabilité de ne pas se tromper dans la vision du Québec pour l'immigration et surtout aussi l'intégration, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais nous n'avons pas le luxe de baisser les bras. Je crois dans le rôle de l'État de protéger les personnes qui se trouvent sur son territoire et de mettre en place les conditions qui permettront à chaque personne de s'épanouir dans une société, ose-je le dire, tricotée, serrée, qui a survécu grâce à ses valeurs de respect et d'entraide.
Je crois que le Québec, un peuple qui intègre avec succès la diversité depuis ses débuts, peut être un modèle pour le monde en matière de cohésion sociale grâce à sa bonne gestion de l'immigration. Prenons le temps de bien faire. Merci. Merci beaucoup, Mme Meg. Merci pour cette présentation. Nous allons donc entamer la période d'échange avec les parlementaires. Je vous donne tout de suite les temps, compte tenu qu'on a réduit un petit peu là, pour récupérer le retard. Donc, le gouvernement bénéficiera de 12 minutes, l'opposition officielle de 9 minutes et la deuxième opposition de 3 minutes. Nous commençons donc tout de suite avec Mme la ministre. Merci, Madame la Présidente. Avant de débuter, j'aimerais juste réitérer tout notre soutien aux députés de Néligan, à la communauté marocaine, celle établie au Maroc, celle établie ici. On est de tout cœur avec vous, vraiment. Et merci d'avoir pris la parole sur ce drame, cette tragédie aujourd'hui, de même que notre collègue, autre député, Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est important et j'étais heureuse qu'on le fasse devant une délégation représentant le Maroc. Alors, bien, merci, Mme Meg, d'être des nôtres. Merci d'avoir contribué. Vous continuez, en fait, à contribuer au processus et aux discussions entourant l'immigration au Québec. Et je pense qu'on pourra profiter, en fait, de votre expérience en ce domaine pour la tenue de cet échange aujourd'hui, un échange important sur un sujet qui nous concerne tous. Alors, dans un premier temps, je vous ramènerai sur un enjeu que vous avez abordé dans votre présentation, celui des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ont occupé beaucoup les devants de la scène au cours des dernières années, particulièrement au cours de la dernière année, avec les arrivées nombreuses au chemin Roxham. On sait que ça a créé vraiment un débordement au niveau de notre capacité à accompagner ces gens adéquatement, des gens qui étaient en grand besoin. On en a fait mention de toutes les manières possibles. Et heureusement, on a développé une stratégie, je pense, qui a permis d'attirer l'attention sur l'importance des enjeux entourant l'arrivée en fort grand nombre des demandeurs d'asile via le chemin Roxham. Et heureusement, à nouveau, il y a eu des discussions entre le gouvernement fédéral et les États-Unis pour en venir à la signature d'une entente sur les tiers pays sûrs. Maintenant, les demandeurs d'asile, il continue à y en avoir qui arrivent via notamment notre aéroport à Montréal. Ailleurs également, particulièrement en Ontario et un peu moins en Colombie-Britannique. Mais toujours est-il que il y a un enjeu sur lequel on doit davantage se pencher entourant les demandeurs d'asile. Et j'aimerais vous entendre sur ce que l'on devrait considérer de faire en lien avec l'arrivée des demandeurs d'asile. Bon, c'est le fédéral, bien sûr, qui gère les frontières. Donc, c'est lui qui est qui a la maîtrise d'œuvre, on pourrait dire, de la stratégie, de la réaction qu'il y a à avoir en regard des demandeurs d'asile. Donc, j'aimerais vous entendre sur des suggestions, des propositions d'action, tant pour le fédéral, mais que pour nous aussi en lien avec le fédéral, parce qu'il faut discuter de ce sujet-là. J'aurai une rencontre au cours des prochains jours là, avec le nouveau ministre de l'Immigration canadien. Donc, c'est un des sujets que l'on devra aborder. Alors, j'aimerais vous entendre sur cette perspective. Oui, vous commencez avec la seule catégorie qu'aucun gouvernement contrôle. Et la seule façon de contrôler c'est des murs ou des visas. Puis c'est un dilemme parce que un message que moi je passerais au gouvernement, au ministre fédéral, ce serait de prendre plus de temps avec chaque demande de permis parce qu'on a l'impression que... Je vais répondre plus directement à votre question. Point de vue du Québec, je pense, une des choses qui est dans ma tête, et je ne sais pas exactement jusqu'à quel point le Québec, le ministère profile des personnes qui sont sur son territoire, qui attendent leur décision.
Mais vous voulez dire le gouvernement canadien quand vous demandez... De la commission parce que nous, sur les statuts des réfugiés. Nous, on n'a pas ces Puis données. tout ça, là, parce qu'il y a cette attente-là. Il y a aussi, en amont de ça, en attendant ça, normalement, il devrait avoir un permis de travail. Puis dans le passé, ça prenait, semble-t-il, à peu près 2 mois, mais maintenant, ça prend plus de temps. Donc, c'est très important que le permis de travail soit offert le plus rapidement possible. J'ai un contact, Michel Cournoyer, ancien directeur de planification stratégique au ministère, mais aussi expert économiste en marché du travail, a écrit dans Le Devoir à un moment donné que le Québec pourrait, il n'y a rien qui empêche le Québec d'émettre ses propres permis de travail dans le domaine provincial. Ça pourrait être lié au permis de séjour fédéral et tout ça, mais ça permettrait peut-être de donner une occasion tout de suite à ces personnes-là de travailler. Plus vite ils peuvent travailler, plus vite ils peuvent essayer de trouver un logement qui convient. L'autre chose, c'est que si on avait un dossier qui montrait, et je ne pense pas que c'est le cas, le profil de ces personnes-là, quelle sorte de formation qu'ils ont, quelle sorte d'expérience de travail, dans quel secteur ils ont déjà travaillé. Et ensuite, ce que j'ai appris assez récemment, comme je dis, j'ai continué à apprendre, ils ne sont pas admissibles à des programmes actifs, des mesures actives d'employabilité au Québec, semble-t-il. Et je me demande si c'est une bonne idée. Moi, je dirais que s'ils ont un permis de travail, c'est clair qu'ils connaissent probablement personne ici. Donc, les mesures d'employabilité leur pourraient être très utiles. Donc, moi, ça date d'un décret de très longue date, d'après ce que je comprends, mais c'est de trouver toutes les façons de les aider à s'intégrer dès leur arrivée et de participer et d'apprendre le français, c'est déjà disponible. Mais c'est toutes ces questions-là. Ce que ça fait, par exemple, si on réussit bien, puis on est capable d'intégrer des personnes comme ça, si ils arrivent après 3, 4, 5 ans à avoir leur dossier de réfugié refusé, c'est très difficile. On ne peut pas, en toute bonne humanité, dire « Oh bien, dommage, il faut que vous retourniez dans... » Donc, ils ont fui quelque chose, là, on s'entend, et là, je trouve que la législation, les conventions internationales ne sont plus faites pour la situation actuelle dans l'immigration internationale. Mais on n'a pas de... Le climat ne faisait pas partie des enjeux en 1951. Donc ça, c'est quelques idées que j'ai eues, mais je ne sais pas, pour aider. Mais pour en amont, là, comme je disais, le visa, j'ai l'impression, d'après tout les contacts que j'ai hors Québec maintenant, que plusieurs des refus de permis, que ce soit visiteur, que ce soit d'études, que ce soit n'importe quelle sorte de permis, de certains pays francophones, africains notamment, sont liés à des craintes qui vont demander d'asile en arrivant. Et il faut, ce que je demanderais au fédéral, qu'ils trouvent une façon que les demandes de permis soient pas décidées par les algorithmes, je vais le dire de même. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ils disent non. Ils disent qu'il y a un agent qui regarde chaque demande, mais il y a des choses, drôles de choses qui se passent dans les systèmes fédéraux des fois, là. En matière d'accompagnement de ces personnes-là, est-ce que la francisation devrait représenter un élément? Toujours. Bien, à ma connaissance, ils sont admissibles à des programmes de francisation, des services de francisation. Et ça, c'est absolument... Le français, c'est... Plus tôt on parle français au Québec, mieux c'est pour la personne, et pas juste pour le Québec, mais pour la personne qui arrive. C'est comme ça qu'on les... C'est une langue d'intégration. C'est fait que oui, ouais. Absolument, mais c'est un dilemme. Si on décide d'embarquer sur la question du français,
d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est un vecteur d'intégration, hein, la langue française, l'apprentissage du français. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a développé là, beaucoup de choses au cours des dernières années. Rappelez-moi la dernière année à laquelle vous avez travaillé au ministère. J'ai quitté à la fin de 2018. Fin de 2018, OK. Donc, juste comme une année charnière pour nous. Une année charnière pour la francisation aussi. Parce que oui, c'est ça, beaucoup a changé. depuis ce temps-là, en fait, on a fait beaucoup de choses, particulièrement en francisation. Hein. On a les budgets de francisation ont pratiquement doublé. Donc, comme quoi, on a fait un bond en avant considérable. Les temporaires les immigrants temporaires ont maintenant accès à la francisation, ce qui n'était pas le cas lorsque vous étiez au ministère, sous le gouvernement libéral. On a investi aussi 183 millions. Donc, en 2022-23, on a élargi l'accès à la francisation aussi via la mise sur pied de Francisation Québec. Donc, ça, c'était un gros morceau qui était promis de longue date par plusieurs partis politiques, mais nous sommes celui qui l'avons mis sur pied et c'est en train de prendre son envol. On le sait, hein, en 2017, la vérificatrice générale indiquait que la francisation, c'était l'équivalent d'un fiasco, tellement les services étaient éclatés que c'était difficile de s'y retrouver pour ceux qui prenaient le parcours de francisation. Donc, on a rassemblé ça en une seule instance. Et puis, ce qu'on voit, c'est que depuis que c'est en place, depuis le 1er juin dernier, bien, on bat des records. Des records en termes d'inscription. Je vous donne quelques chiffres là, pour la période 2022-23. Il y a 64 000 élèves qui ont bénéficié des services de francisation, à la fois du MIFI puis du ministère de l'Éducation. Puis, en comparaison avec l'an dernier, là, pour le premier trimestre, donc du 1er avril au 30 juin, c'est déjà 30 200 personnes qui ont participé aux mesures de francisation. C'est énorme. Quand on y pense, là, c'est l'équivalent d'une université en francisation là, qu'on est en train de mettre sur pied avec Francisation Québec. Donc, le 30 000 personnes du 1er avril au 30 juin, ça représente une hausse de 46 % par rapport à l'année précédente. Alors, c'est vraiment... les gens répondent à l'appel. Alors, on a lancé un appel de toutes sortes de manières. On a fait des réformes aussi importantes de nos programmes d'immigration permanente pour faire en sorte de rendre incontournable la connaissance du français. Et les gens répondent à l'appel positivement. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour cette première partie d'échange. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle. Vous bénéficiez, comme je vous disais tout à l'heure, de 9 minutes. Le temps est à vous, Monsieur le député Denis Ligon. Du parti qui Oui, n'est pas là? c'est calculé. Okay, c'est juste que, étant donné qu'on a commencé en retard, oui. 9 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je vais me permettre... Merci, Madame la Ministre. Écoutez, c'est très, très, très touchant et très heureux. Je l'ai mentionné à Monsieur le Premier ministre et à Madame la Ministre des Relations internationales, le geste de solidarité de l'ensemble des élus du gouvernement du Québec. C'est très, très, très apprécié. Vous allez comprendre que je suis extrêmement touché. Ayant même cette fierté de choisir le Québec et de voir le Québec aider mon pays d'origine, c'est extrêmement touchant. Donc, merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Mex, très heureux de vous rencontrer. Moi, j'ai votre livre. Et je vais me permettre de commencer par vous aujourd'hui. C'est très rare qu'on le fait, mais je tiens à vous remercier. Vous savez pourquoi? Vous êtes une mine d'or en termes d'information. Moi, je vous lis. Vous m'avez inspiré dans vos écrits sur l'immigration. Et je vous encourage à continuer à prendre votre plume et à écrire, à nous éclairer. Parce que nous avons besoin de vous. Maintenant, il n'y a plus de ministres avec vous. Vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez. Et sérieux, c'est très valorisant de voir des personnes d'expérience prendre la plume parce que l'enjeu de l'immigration, ce n'est pas uniquement, comment dirais-je, le travail du gouvernement, de l'opposition, c'est aussi la société civile et des gens d'expérience comme vous. Donc, je tiens à vous saluer parce que vraiment, et d'ailleurs, M. Fortin aussi, s'il était là, je vais lui dire parce que c'est lui avec vous au niveau de la préface de Pierre Fortin. Donc, merci. Il est toujours avec moi, votre livre et vos écrits. Et je vous dis même le dépôt du projet de loi au mois de mai, je me suis inspiré de vos écrits. Première question, parce que vous avez développé
un bon expertise, votre expertise est très reconnue dans ce sens. Vous dites qu'il faut inclure l'immigration temporaire. Je ne sais pas si vous avez suivi ou pas les 2 derniers jours, mais il y a pas mal de groupes qui parlent de ça. Pourquoi c'est important d'inclure l'immigration temporaire dans le calcul ou dans notre planification? Bien, je pense que... Merci, d'abord. C'est gentil. Je suis trop motivée pour arrêter, là. Ça fait que... préparez-vous. Mais c'est une question... l'affaire, c'est que ce que je sens, c'est que... Et ce qu'on n'a pas... J'accepte qu'on n'a pas fait ça dans le passé avec la planification auquel j'ai participé. Mais ce qu'on a besoin maintenant sur le terrain, c'est de savoir combien arrivent et d'être capable de prévoir combien vont arriver, quand et où. C'est un peu ça que j'ai dit dans mon mémoire. Pour savoir, là, le document de consultation souligne qu'ils sont bien conscients là, que on a besoin de savoir là, combien de places en garderie, est-ce qu'on a des médecins, est-ce qu'on a des places dans les écoles, est-ce qu'on a des places, parce que souvent des familles, est-ce qu'on a... Et aucun gouvernement qui donne publiquement, là, je pense qu'avec une demande spéciale de IRCC, on pourrait peut-être... J'ai vu que quelqu'un a réussi à en avoir des données sur les arrivées. Mais toutes les données qu'on a actuellement, c'est sur c'est administratif, les permis, des visas et des permis, c'est ce que j'utilise en tout cas, là, ou les données de recensement. Fait que c'est savoir combien vont arriver pour bien préparer, pour savoir être sûr que les choses vont être en place. Et c'est un énorme dilemme. On n'a jamais fait ça de même. Puis, donc, et ils arrivent, comme je disais, presque tout le monde arrive avec un statut temporaire maintenant. Vous avez raison, c'est juste parce que je veux profiter de mon échange avec vous. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Donc, pour vous, le but, c'est bien planifier l'arrivée, l'installation, la régionalisation, la francisation. Si on ne les inclut pas, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Je veux juste vraiment profiter de votre expertise. Si on ne les inclut pas, ça veut dire qu'on ne va pas bien planifier leur arrivée. Par conséquent, donc tous nos problèmes, garderie, logement, régionalisation, francisation, pensez-vous, vous qui vous étiez dans la machine, si on peut dire, à l'intérieur du ministère, pensez-vous que réellement, si on ne les inclut pas, ça va affecter nos services, ça va compromettre certains efforts? Mais c'est très évident. Canada anglais, c'est plein de données, de discussions maintenant sur le logement puis l'immigration et de plus en plus de données aussi sur la question de... Et l'immigration voulant dire immigration massive, et ça veut dire temporaire. Parce qu'on planifie, on a maintenant un système à 2 étapes, puis on planifie la 2e étape. Il faut... Je ne sais pas comment être plus clair, mais pour bien recevoir ces gens-là. Et temporaire, c'est aussi plus difficile parce que les données qu'on a à partir des CAQ puis tout ça ne sont pas aussi complètes qu'une demande de l'immigration comme telle. Comme les demandeurs d'asile, on n'a pas toute l'information sur leur... et même pour les garants de et je sais que vous suivez les demandes, vos prévisions pour le futur, parce que vous voyez ce qui s'en vient, on le voit avec les CAQ, c'est des chiffres quand même... on parle plus de 50 000, de 60 000, c'est des chiffres quand même très importants. Bien, même Statistique Canada ne sait pas comment compter les résidents. Il faut un message pour le gouvernement fédéral, ralentissez, mais le Québec peut, grâce à l'accord, lui-même décider de ralentir le rythme des arrivées des temporaires et de différentes façons. Fait que moi, je trouve que le Québec a des pouvoirs que les autres provinces n'ont pas dans ce domaine-là. Vous avez aussi mentionné dans votre mémoire et lors de vos écrits quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. De plus en plus, c'est le secteur public de la santé qui a recours au PTET. Vous savez...
avant, je ne veux pas faire encore de message politique par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. On l'a nié en 2018. Mais de voir l'État utiliser du temporaire, des travailleurs temporaires, pour pallier une pénurie de main-d'œuvre, vous, là, c'est aujourd'hui, vous étiez à l'intérieur du ministère, quel son de cloche ça va vous envoyer? C'est quel message d'avoir recours au PTET pour combler des postes dans le secteur public? Le PTET, à moins que ce soit comme avant pour un dernier recours pour des postes temporaires, c'est à courte une période déterminée, je ne crois pas à ce programme-là. C'est... j'ai pas entendu, vous? J'ai pas entendu ce que vous voulez dire. Pour le PTET devait être un programme de dernier recours pour des postes de période déterminée. On est en train maintenant de combler des postes permanents avec des gens avec un séjour temporaire. Les usines de Holymel qui ferment, ça, c'est pas nécessairement la santé, mais heureusement syndiquées par le CSN, mais ils pourraient, sinon, une compagnie comme ça ferme, les employés qui sont des TET, plus d'emplois, plus de permis. Ouais, mais je vais revenir au secteur public. Au niveau privé, oui. Ouais, moi, ce qui m'inquiète, dans ce que vous voulez, ce que vous avez mentionné, c'est secteur public. Vous êtes la première à lever ce drapeau. Que l'utilisation du PTET dans le secteur public est de plus en plus très présente, mais pourquoi on doit s'alarmer aujourd'hui? Il comble des postes? C'est d'ailleurs un journaliste du Canada anglais qui a attiré mon attention que le EEMT au Québec se donnait dans le secteur public. Puis c'était une surprise pour moi. Peut-être que ça date depuis longtemps, moi je ne connaissais pas ça. Mais moi, je trouve que il faut attirer des personnes, mais on a toujours pu, puis je trouve qu'Arima... Merci beaucoup, Mme Meggs. Le temps est terminé pour la partie de l'opposition officielle. Par contre, je me tourne maintenant pour terminer et clore pour 3 minutes avec la deuxième opposition. Le temps est à vous, Monsieur le député. Merci beaucoup. Merci, Mme Meggs, pour votre présentation. Moi aussi, j'ai lu votre livre avec attention et c'est toujours intéressant d'avoir des discussions. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais je pense que sur beaucoup de choses, quand même, on a les visions semblables. Et je continue avec mon échange et je réaffirme aussi, je ne voulais pas oublier, envers mon collègue de Néligan, j'envoie encore toutes mes sympathies et ma solidarité, comme je l'ai exprimé au Salon Bleu, et je souligne le geste de la ministre de le redire ce matin. Je pense que c'est un point très important, donc je voulais le ressouligner. Vous parlez d'une lecture complète du contexte dans votre mémoire et qu'il faut donc savoir exactement de quoi on parle, les chiffres, les arrivées notamment. Est-ce que vous avez vu dans la planification ou est-ce que vous avez trouvé les chiffres sur les arriérés, le backlog par catégorie d'immigration? Ça, il faut le faire sur demande à IRCC régulièrement. On voit les délais d'attente sur leur site, mais on ne voit pas nécessairement combien sont en attente. J'ai demandé à IRCC à un moment donné combien de personnes, demandeurs d'asile justement, étaient en attente d'un permis de travail au Québec, puis ils n'étaient pas capables de me le dire, selon les courriels, en tout cas. Donc, mais c'est grave. Oui, voilà. On sait que c'est grave. Là, Par contre, les journalistes du Devoir ont été capables de faire cet exercice-là, ont obtenu les chiffres dans le regroupement familial, dans le refuge, dans l'humanitaire, et nous en ont informé cet été. Les chiffres sont disponibles et ils ont été confirmés par le ministère. Comment ça se fait que ces chiffres-là de la planification, dans un document de 65 pages avec plusieurs orientations, est-ce qu'on ne les avait pas? Il faudrait... Il y en a un ou deux, notamment là, sur les investisseurs. Ouais. Ce qui m'a vraiment surpris, parce que je me dis, si on a 15 000 qui attendent à Ottawa, pourquoi on se donne 3 000 dans 4 ans? Là? Tu sais, le nouveau programme, je ne vois pas la sélection en tout cas. Donc, si on n'a pas ces chiffres-là, c'est impossible de faire une planification. Mais c'est-à-dire que ce qui va arriver, c'est que les personnes qu'on sélectionne selon les nouvelles règles ou autres là, cette année, et ils arriveront, c'est-à-dire, ils n'auront pas leur résidence permanente avant
quelques années. Plus il y a un inventaire à Ottawa, plus ça va prendre du temps. Si on planifie uniquement deuxième étape, c'est-à-dire on garde les plafonds bas. Ce que le fédéral fait, avec de plus en plus de temporaires qui deviennent admissibles à la résidence permanente, c'est qu'ils augmentent leur cible de permanente. Mais c'est un peu le monde à l'envers. C'est comme ça qu'on arrive à des 25 ans de délai de traitement. Tout le temps que nous avions pour cette première partie d'échange, mesdames et messieurs les élus, merci, les parlementaires, merci de cet échange. Madame Meggs, merci énormément pour l'apport à nos travaux. Je vais suspendre les travaux quelques instants, le temps de se préparer pour la prochaine audition. Merci.